Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 19 février 2022 pour le 268e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui sera cette semaine exclusivement sur l'évolution de la situation militaire, puisque malheureusement, comme je le craignais, la situation vient de s'aggraver violemment durant les dernières 48 heures. Donc il n'y aura pas de pendant ce temps à Kiev, il n'y aura pas de partie diplomatie, je ne vais pas parler de la situation en Ukraine, je vais vraiment me concentrer sur la situation militaire actuelle en RPD et en RPL. Donc veuillez m'excuser, ça sera un site-rep court mais extrêmement concentré sur l'urgence actuelle qui est l'évolution de la situation. Sur le plan donc militaire, du 12 au 18 février 2022, il y a eu 40 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, durant lesquelles elle a tiré 346 munitions, dont 4 obus d'artillerie de 122 mm et 74 obus de mortier de 120 et 82 mm. Et durant les dernières 24 heures, l'escalade s'est poursuivie, d'où le fait que je vous mets un graphique qui est sur 8 jours et non sur 7 comme d'habitude, avec 49 violations et 667 munitions tirées par l'armée ukrainienne contre la RPD, dont 32 obus d'artillerie de 122 mm, 4 obus de chars d'assaut et 418 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc vous voyez sur le graphique, vous avez 3 données. Vous avez tout d'abord la ligne violette, c'est les violations. En bleu, vous avez donc les plots qui sont pour les munitions de gros calibre, et vous avez enfin l'ensemble des munitions tout calibre confondu. Donc bon, vous voyez qu'en 48 heures, l'évolution, je pense qu'elle saute aux yeux quand même, hein. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer le graphique que vous avez sous les yeux, je pense qu'il parle de lui-même. La situation d'ailleurs continue de se dégrader, les bombardements se poursuivent aujourd'hui, il y a de nouveau des destructions, donc là sur la semaine plus un jour, on a eu une civile qui a été blessée à Troudovski en RPD, donc elle a reçu des éclats de grenades, donc tirés par du lance-grenade automatique, pas de la grenade à main, et on a eu un civil de 84 ans qui a reçu aujourd'hui une commotion cérébrale suite à un bombardement de l'armée ukrainienne contre le village de Kominternovo dans le sud de la République. En RPD toujours, on a eu 4 habitations, une ferme avicole et plusieurs sous-stations électriques qui ont été endommagées. Je vais y revenir un peu plus en détail. Cette nuit, l'armée ukrainienne a aussi endommagé la sous-station électrique de la station de pompage de Vassilievka, donc station de pompage d'eau. Donc à cause de cela, la station de pompage a dû s'arrêter et la station d'épuration de Donetsk a dû basculer sur un autre approvisionnement, mais c'est extrêmement dangereux. Cette station de pompage est extrêmement importante et elle permet l'approvisionnement en eau, non seulement de la station d'épuration, mais aussi d'habitants qui sont des deux côtés de la ligne de front. Donc ça c'est extrêmement mauvais. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qui vient d'une caméra d'observation du cessez-le-feu qui a enregistré en fait le moment où la sous-station a été touchée et a été endommagée. Donc on a tout sur caméra. On va parler bien sûr déploiement d'armement lourd, puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 69 pièces d'armement interdit près de la ligne de front côté ukrainien, à savoir dans le détail 10 canons Jatsin B de 152 mm, 6 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 2 obusiers D30 de 122 mm, un système de défense antiaérien OSA, 2 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 3 systèmes de défense antiaérien Zouchka, 11 chars d'assaut dont le modèle est non spécifié qui ont d'ailleurs été détectés en mouvement, 6 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 6 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 16 automitrailleuses type BRDM, 2 véhicules blindés, un véhicule blindé de réparation évacuation BREM, un poseur de mines blindées GMZ 3, un véhicule du génie blindé IRM 2 et un véhicule du génie blindé BAT 2. Voilà. Alors bon, on a bien sûr eu la poursuite cette semaine de l'hystérie politico-médiatique occidentale sur l'invasion russe de l'Ukraine. On a même eu le Sun qui nous annonçait qu'elle devait avoir lieu le 16 février à 1h du matin, heure de Londres, 4h, heure de Moscou. Et non, toujours pas, il n'y a toujours pas eu d'invasion, donc résultat, le Sun se sont retrouvés un petit peu comme des idiots, et plus de 40 minutes après le moment où il était évident que l'invasion n'avait pas eu lieu, ils ont corrigé leur article, donc ça s'appelle falsifier l'information, et c'est magnifique, mais ils ont continué dans leur délire de l'invasion est imminente.
Côté américain, ils sont pas mieux. On a eu Fox News et CBS qui nous ont fait, excusez-moi, je peux pas qualifier ça autrement que de pornographie de guerre. Hein, parce que c'est obscène, c'est complètement obscène. Ils nous ont raconté comment la Russie va attaquer Kiev, puis se lancer dans la conquête de la Biélorussie et de la Moldavie dans la foulée après l'Ukraine. Enfin bon, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Là encore, il n'y a toujours pas. Résultat, il y avait un pauvre journaliste de Reuters qui filmait sur la place du Maïdan, qui faisait le planton. Il s'est fait troller 2 fois. Une fois en pleine nuit par quelqu'un qui a diffusé l'hymne de l'URSS. Et puis ensuite, en plein jour, par quelqu'un qui a utilisé un drone avec un carton disant « Je vends mon garage » et il a mis comme numéro de téléphone celui de l'ambassade de Russie. Voilà, donc ça vous dit un petit peu le truc, mais s'il n'y a pas d'invasion russe, malheureusement il y a par contre une escalade de la situation dans le Donbass à cause de la partie ukrainienne, puisque ça a commencé à dégénérer avant-hier, le 17 février au matin, l'armée ukrainienne a commencé à bombarder lourdement la RPD et la RPL, les chiffres sont à peu près les mêmes maintenant pour les deux républiques. Ce qui a obligé les 2 milices populaires, bien entendu, à répondre. Là, donc le 17, en une journée, on avait plus de 500 munitions tirées par l'armée ukrainienne sur les 2 républiques. Là, maintenant, on est à plus de 600 par république. Donc, vous voyez l'évolution exponentielle x2. Donc, on a eu ce jour-là 4 habitations qui ont été endommagées et une usine de production d'huile en RPL. En RPD, donc c'est là qu'on a eu une civile qui a été blessée par des éclats de grenade en périphérie de Donetsk. On a eu 2 habitations endommagées ce jour-là en RPD. Donc les milices populaires ayant répondu pour protéger les civils, l'Ukraine a bien sûr essayé d'exploiter ça à son avantage pour accuser la milice populaire de la RPL d'avoir tiré sur une école maternelle près de Stanitsa Luganskaya, donc d'avoir commis un crime de guerre. Sauf qu'il y a des incohérences. Bon, déjà la forme du trou, déjà le mur, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs de briques, donc faut du très gros pour faire un trou pareil. Et quand vous voyez le trou, comment il est bien régulier, etc., ça a l'air d'indiquer que le tir est arrivé vraiment à 90 degrés du mur, quoi, en perpendiculaire. Or, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, et à ce que Bellingcat a pu raconter, oui, parce que Bellingcat s'est jeté sur le truc, donc déjà ça vous indique que ça schlingue, ils nous ont dit que c'était la façade ouest qui avait été touchée, mais pas du tout. Si vous regardez les photos Google View, enfin les photos qu'il y a dans Google Maps de cet endroit, vous voyez que ce qui est sur la façade ouest, en fait, c'est les 2 entrées de l'école, en fait. C'est pas du tout la zone qui a été bombardée. La zone qui a été bombardée, c'est la façade est, la façade sud-sud-est. Or, si on regarde les images satellites et l'endroit où se trouve la ligne de front, en fait, il n'y a pas de position de la milice populaire de la RPL en face de cette façade-là. Pas du tout. En plus, moi j'ai regardé un peu les photos et les vidéos qui ont été faites, il y a plein d'incohérences, il n'y a pas les trous caractéristiques quand vous avez un obus, que ce soit du mortier ou que, bon, déjà du mortier pour péter 3 épaisseurs de briques, vous oubliez, hein, je veux dire, un obus de mortier sur un mur comme ça, il vous aurait fait peut-être un trou dans la première couche et puis ça serait terminé. Donc là il faut du très gros calibre quand même, hein, pour arriver à faire un truc pareil. Seulement, bon, des trucs de gros calibre, quand ça pète, ça envoie des éclats partout. Donc normalement, tu dois avoir, déjà toutes les vitres auraient dû être soufflées, ce qui n'est pas le cas. Presque toutes les vitres, à part la plus proche du trou, sont intactes. Donc déjà, il y a un problème. En plus, il n'y a pas donc tous ces trous d'éclats qui sont laissés, parce que quand un obus pète, il projette des éclats partout, c'est ça qui tue. Hein. Et on en voit très peu dans le mur extérieur, il n'y en a pas dans le plafond. Or, il y a manifestement quelque chose qui a traversé, puisque sur des images d'une télévision turque, je crois, on voit qu'il y a un trou dans la porte qui est en face de ce mur-là, à l'autre bout de la pièce, qui montre que manifestement quelque chose a volé. Hein. Mais il n'y a pas d'éclat qui aurait volé à l'intérieur. Il n'y a pas les trous dans le plafond que tu vois habituellement quand tu as un obus qui te perfore un mur. Je veux dire, normalement, t'en retrouves partout. En plus, t'as des ballons de foot qui étaient à l'intérieur de la pièce, il y en a aucun qui est dégonflé. Il n'y en a aucun qui est percé, qui est explosé. Or, ça devrait être le cas. Parce que, je dis, les shrapnels, ça vole dans tous les coins. Donc, normalement, ça aurait dû déjà complètement détruire le mobilier. Là, on a l'impression qu'ils ont pris un engin de chantier, vous savez, les grosses boules de démolition, et qu'ils ont frappé un grand coup dans le mur, quoi.
c'est vraiment la sensation que ça donne, quoi. Ou alors ils ont foutu un pain d'explosif et ils ont fait péter, je sais pas, mais ça ressemble pas du tout à un impact de type bombardement, pas du tout. Ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, la falsification est tellement mauvaise qu'ils n'ont même pas autorisé l'OSCE à s'approcher à moins de 50 mètres de la façade bombardée. Hein. L'autre, ils les ont autorisés à 30 mètres. Voilà. Mais la façade bombardée, pas à moins de 50 mètres, ils le disent eux-mêmes dans leur rapport. Hein. Je vous le montre. Donc c'est en anglais, je suis désolée. Mais voilà, je raconte pas des cracks. Quand tu laisses même pas les observateurs de l'OSCE approcher à moins de 50 mètres, c'est que ça pue, on est d'accord. C'est que t'es même pas sûr qu'ils vont arriver à coller à ton narratif pourri. Hein. Ça en dit long. En plus, le jour même, il y a un habitant de cette localité-là qui a filmé depuis chez lui avec son téléphone, les tirs, et on entend clairement des tirs sortants. C'est-à-dire, on entend clairement, très près de là où il se trouve, dans la zone résidentielle, qu'il y a un mortier qui fonctionne, qui est en train de tirer. Donc ça veut dire que l'armée ukrainienne tire depuis les zones résidentielles. C'est-à-dire qu'ils utilisent les civils comme boucliers humains. Je rappelle, ceci est un crime de guerre, hein, au même titre que destruction d'habitations, tirer sur des civils ou des infrastructures vitales. Hein, voilà, je vous fais le package, Convention de Genève. Voilà. Ça s'est poursuivi hier, donc hier matin, ils ont de nouveau bombardé. Ils ont bombardé entre autres l'autoroute entre Donetsk et Gorlovka. Donc bon, quand je suis passé dessus plusieurs heures après, j'ai vu effectivement les endroits où les impacts ont touché. Mais bon, franchement, il pleuvait à verse. J'ai essayé de filmer avec ma caméra, mais franchement, il pleuvait et on roulait tellement vite pour éviter que si jamais ils se décidaient à retirer, qu'on se prenne pas un pélo sur la tête avec les collègues journalistes, que, enfin, franchement, on le voit pas. Mais à l'œil nu, oui, j'ai vu effectivement à un endroit, quand je suis montée vers Gorlovka, il y a eu effectivement un impact sur la droite, sur la voie de droite. On voyait encore vraiment l'impact bien frais, impact d'obus de mortier. Et plus loin, c'est la zone centrale qui avait été touchée. Là, il y avait vraiment des projections de terre et de je sais pas quoi, un peu partout sur la voie où je me trouvais. Mais bon, avec la pluie, c'était vraiment compliqué d'arriver à filmer comme il faut. Donc c'était vraiment casse-gueule. Ils ont aussi tiré donc sur Verkhnetoretskoye, qui est un village qui en fait était coupé en deux comme Zaïtsevo par la ligne de front. Donc on est dans la partie Nizhniye, Verkhnetoretskoye. Ils ont tiré sur une maison qu'ils ont endommagée. Les habitants se sont barrés parce que bon, ils ont compris que là c'était dangereux. Ils ont tiré sur une sous-station électrique, donc hors de fonctionnement. Donc Verkhnetoretskoye et Krasny Partizan se sont retrouvés sans électricité, soit à peu près 800 foyers sans électricité. Ils ont tiré sur une sous-station électrique à Gorlovka. Donc tout ça j'ai filmé hier, j'ai publié le reportage, je vous invite à aller le regarder. Il est sur YouTube, il est sur Odyssée. Et donc, comment dire, tous ces trucs, donc on est allé filmer, on a fait le reportage, et bon, bah, suite à tout ça, bon, la RPD et l'RPL se sont décidés à lancer l'évacuation, entre autres des femmes, des enfants et des personnes âgées, vers la Fédération de Russie. Alors, il y a eu des polémiques à propos du fait que la vidéo, en regardant dans les métadatas, elle semblait dater de 2 jours avant. Bon, alors, vous croyez vraiment qu'on lance une évacuation comme ça en 2 heures? Non, bien sûr. Surtout que la Russie va devoir se retrouver à accueillir, il se prépare à accueillir des centaines de milliers de personnes. Vous vous rendez compte de l'ampleur du truc. Donc bien entendu qu'il y a eu un accord entre l'RPD, l'RPL et la Russie avant, en amont, parce qu'ils avaient déjà des informations sur le fait qu'à un moment, bientôt, ça allait dégénérer. Donc ils ont anticipé. Donc ça n'a rien de surprenant que la vidéo ait été filmée 2 jours avant, parce que bah voilà, ils s'étaient déjà mis d'accord. Je pense qu'ils ont dû faire une vidéo pour le 17, pour le 18, pour le 19, certainement pour tout un paquet de jours en avance, pour que le moment venu, la vidéo puisse sortir immédiatement avec l'appel à évacuer les citoyens les plus fragiles, pour que bon, on perde pas du temps à « Ah merde, maintenant faut tourner la vidéo », enfin vous voyez le truc, non, c'est n'importe quoi. Donc bon, les polémiques débiles là-dessus, enfin bref. Donc l'évacuation a commencé, il y a déjà plus de
Alors ce matin, on était à plus de 10 000 personnes qui avaient déjà franchi la frontière. Tout à l'heure, juste avant de tourner le site web, j'ai vu que la RPL annonçait déjà, rien qu'à elle seule, avoir envoyé déjà plus de 13 000 personnes en région de Rostov. Donc on doit maintenant avoir atteint les 20 000 pour les deux républiques minimum. L'évacuation se poursuit. Il y a des kilomètres de files d'attente. Donc non seulement il y a des autobus qui ont été mis à disposition en plusieurs endroits des villes et des villages des deux républiques. Maintenant, les chemins de fer s'y mettent. La Russie nous met à disposition des trains avec des grandes capacités qui vont emmener les gens par le rail à Rostov. Des gens ont pris leur voiture personnelle tout simplement. Donc il y a 22 km d'attente à Ouspienka par exemple aujourd'hui, ce qui a poussé le FSB à transformer, on va dire, le mode de fonctionnement des points frontières entre les républiques du Donbass et la Russie en sortie vers la Russie seulement. C'est-à-dire, ils empêchent maintenant, il y a 2 km de camions qui attendent à Ouspienka. Le FSB, pour accélérer la cadence, mobilise tous ses moyens pour faire passer en urgence tous les citoyens de l'RPD et de la RPL qui doivent évacuer vers la Russie. Donc pour l'instant, tous les points de passage de la frontière sont à sens unique, le temps de gérer l'évacuation des civils. Alors pourquoi on évacue ? Pour pas refaire 2014, je pense qu'il y a eu assez de morts comme ça. Là, il y a Scholz, j'ai vu qu'il y a Scholz, là, le chancelier allemand, qui dit que c'est ridicule que Vladimir Poutine parle de génocide dans le Donbass. Mais espèce de sinistre connard. C'est ridicule. Rien qu'en RPD, on dénombre depuis le début de la guerre plus de 5000 morts. Plus de 5000 morts. C'est pas un génocide, ça ? Tu trouves ça ridicule ? Putain, mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que ces politiques ? Moi, ça me rend malade, hein, ce genre de conneries. Les gens se sont bien sûr jetés sur les distributeurs de billets. Donc la Banque centrale de la RPD a introduit une restriction de maximum 10 000 roubles. Les gens se sont jetés dans les magasins, dans les pharmacies, pour faire des stocks au cas où, hein, parce que bon, les gens n'ont pas oublié comment ça s'est passé en 2014, avec les pénuries massives de médicaments, de nourriture et de tous les biens les plus vitaux. On a eu aussi hier plusieurs attentats terroristes. On a eu la voiture du colonel Sinenkov, donc Sinenkov qui est le chef de la milice populaire, hein, qui est au-dessus d'Edouard Bassourine, que vous voyez parfois. Donc Sinenkov, sa voiture a été, semble-t-il, plastiquée. Elle a explosé à moins de 100 mètres d'un bâtiment administratif. Alors pour ceux qui trouvent ça assez étrange qu'il puisse se produire un attentat terroriste aussi près, je rappelle que quand Zakharchenko a été tué, il était tué dans un restaurant qui se trouve à moins de 50 mètres du bureau où il travaillait. Voilà, je pense que ça vous en dit long. On a eu aussi un attentat terroriste en RPL qui a fait exploser un gazoduc assez important. Le gazoduc a pris feu, l'incendie était visible à des kilomètres. Je vous montre une petite vidéo qui a été filmée par un habitant de Lugansk avec son téléphone. Donc bon, vous voyez l'ampleur du truc. Bon, l'incendie a été éteint. Là, ils sont déjà en train de réparer le gazoduc. Donc ça, c'est aussi assez mauvais. Ça montre qu'on a toujours un problème de groupe de sabotage ukrainien sur les territoires des deux républiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire qu'on va très certainement avoir des séries d'attentats terroristes. Plus l'attaque va approcher et plus on va avoir, à mon avis, des attentats terroristes qui vont se multiplier. Et donc oui, on voit que ça vise entre autres les infrastructures civiles, hein, gazoducs, stations de pompage, sous-stations électriques, hein, que ce soit les bombardements ou les explosions. Donc il y a vraiment une volonté délibérée de pousser les gens à fuir, hein, parce que bon, l'Ukraine n'a pas trop envie de se repayer une petite réputation de criminels de guerre, hein, parce qu'en 2014 ils ont versé beaucoup de sang, donc ça faisait un petit peu tâche sur la réputation. Donc eux, c'est clair que ça les arrange bien qu'on évacue, mais bon, nous on le fait parce qu'il le faut, hein. Contrairement à ce qu'ils racontent, on n'utilise pas les civils comme des boucliers humains, nous, hein, voilà. Donc c'est normal qu'on évacue les gens les plus fragiles. La mobilisation générale a aussi été décrétée en RPD puis en RPL aujourd'hui, donc les hommes de 18 à 55 ans sont appelés à se rendre dans les commissariats militaires pour aller s'enregistrer. J'ai eu des chiffres pour la RPL, je les ai pas encore eu pour la RPD, où il y avait déjà depuis ce matin un bon millier
milliers d'hommes qui étaient déjà venus s'enregistrer, donc entre autres beaucoup de gens qui avaient combattu en 2014 et puis qui étaient partis de la milice populaire après les accords de Minsk, parce que bon, bah, ils estimaient qu'ils étaient plus nécessaires. Donc voilà, donc c'est ça la situation. On a Edouard Bastourine qui a publié aujourd'hui ce qui semble être le plan d'attaque de l'armée ukrainienne, qui aurait été bien sûr obtenu par espionnage. Bon, un plan qui change guère des précédents, hein, si vous prenez ceux d'avant ou même celui de 2014, c'est à peu près les mêmes. Le but étant bien sûr d'essayer d'atteindre le plus vite possible la frontière avec la Russie, maximum en 2 jours, et en 5 jours d'avoir complètement encerclé et asphyxié entre autres les grandes villes, comme Donetsk, Gorlovka ou Lugansk. Donc ça c'est l'idée. Je vous avais parlé la semaine dernière, hein, de cette colonne de véhicules qui était partie de Tchétchénie, de la garde nationale russe. Il y a une vidéo qui a été publiée par une chaîne Telegram qui semble indiquer que, enfin qui indique que ils ont l'air effectivement d'être près de la frontière. Donc ça a l'air de confirmer ce que j'avais dit, à savoir que de toute façon en primo-intervention, s'il n'y a pas besoin de déployer vraiment de très très gros moyens, ce ne sera pas l'armée russe régulière qui va nous venir en aide au départ, mais je pense plutôt ce qu'on appelle les Kadyrovtsi, c'est-à-dire les hommes de Kadyrov. Ce sont des troupes déjà extrêmement bien entraînées, et en plus, comme je l'ai dit la dernière fois, Kadyrov est un général qui s'en fout des sanctions. Donc lui, le fait qu'après ça, ils lui mettent plus de sanctions sur la gueule, il s'en fout. Donc je pense que, comme je l'avais annoncé, ça sera certainement eux qui vont nous venir en aide. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Donc les personnes qui me demandent comment je vais, si je suis en sécurité, machin, donc je suis sur place et je reste sur place. C'est là où je dois me trouver, hein. Je suis journaliste de guerre, c'est mon travail. Y a plein de gens qui m'écrivent en privé, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis vraiment désolée. Vraiment, inscrivez-vous sur notre chaîne Telegram. Je posterai régulièrement des news dessus, donc tant que vous voyez que quelqu'un poste dessus, c'est que je suis en vie, voilà. Donc pas la peine de m'écrire tous les jours pour me demander si je vais bien et si je suis vivante. Surveillez la chaîne Telegram, tant que j'écris dessus, c'est que je suis vivante et que tout va bien. Et que voilà, que je continue de faire mon travail. Donc cette semaine, j'ai tenu à continuer de faire le site rep, mais si la semaine prochaine vous ne le voyez pas, c'est très certainement que la situation aura dégénéré un peu plus et que je remplacerai le site rep tout simplement par un reportage de terrain. Donc si vous ne voyez pas le site rep, ne vous affolez pas, c'est pas que je suis morte, c'est que peut-être la situation implique que je passe à un tout autre format. Comme dans le cadre de l'escalade, il est possible qu'on subisse de nouveau des censures massives. Je vous rappelle, suivez-nous sur Telegram, sur Contact et pour les vidéos sur Odyssée. Voilà, ce sont des plateformes où vous êtes sûr de nous retrouver, quoi qu'il arrive, qui ne seront pas censurées en cas d'attaque de l'armée ukrainienne. Voilà, donc c'est ça la situation. J'ai vu donc la vidéo que Xavier Moreau a fait hier. Donc je suis comme toujours un peu moins optimiste que lui, pour la simple et bonne raison que je ne considère pas que les autorités, qu'elles soient ukrainiennes ou occidentales, sont rationnelles. Donc à partir de là, faut pas forcément attendre une réaction rationnelle de leur part. La situation est tellement pourrie, tant en Ukraine, financièrement et politiquement, mais aussi en Occident, qu'il leur faut une guerre. Ils n'ont pas besoin de la gagner. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Xavier, là on a une météo qui est pourrave. Hier on a pataugé dans la boue avec les collègues journalistes, ce qui est pas l'idéal, c'est clair, pour une offensive. Mais le but, je pense, des Occidentaux, parce que bon, Zelensky n'est qu'une marionnette, ce n'est pas de gagner la guerre. Le but, c'est juste de la déclencher et d'entraîner la Russie dedans. Si l'Ukraine perd, c'est entre guillemets tout bénef pour Zelensky, parce que ainsi l'effondrement économique et la possible dislocation du pays, il pourra la mettre sur le dos de la Russie, sur le fait qu'elle les a vaincus, sur le fait qu'elle les a envahis. Enfin, vous voyez, ça va devenir le bouc émissaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils n'ont pas besoin de gagner l'offensive. Ils ont perdre la guerre, ça serait pour eux quelque part une victoire, parce que la Russie subirait de nouvelles sanctions, et en prime, elle servirait de bouc émissaire pour l'effondrement total du pays, à cause de tous ces problèmes
interne et ses problèmes économiques. Donc la guerre est une bonne solution pour Zelensky pour masquer les conséquences de son incompétence et mettre les conséquences sur le dos de quelqu'un d'autre, à savoir Moscou tout simplement. Donc voilà la situation. Donc si la situation ne dégénère pas totalement la semaine qui vient, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Si pas, je vous dis, ce sera peut-être remplacé par un reportage de terrain. Et donc ne vous inquiétez pas pour moi, ne m'écrivez pas tous en privé ou dans les commentaires pour me demander comment je vais. Je vais bien, je suis vivante, je fais attention, mais je reste ici pour faire mon travail. Je n'évacuerai pas l'ARPD, je resterai ici jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine peut-être. Si pas, eh bien vous me retrouverez dans un reportage de terrain. Et puis, eh bien, d'ici là, continuez à vous informer sur ce qui se passe et à partager l'information, c'est le plus important. Et portez-vous bien.